tous. N'hésitez pas à nous dire dans le chat du coup si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Tac. Et j'en profite aussi pour mettre le programme du jour dans le chat. Bonjour Luisa, bah parfait. C'est parfait. Tac. Donc aujourd'hui nous sommes en compagnie de Joseph qui travaille chez Comet aussi également. Et on a le plaisir d'accueillir deux freelances de la communauté qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir lors du dernier webinaire sur comment se lancer en freelance. Et du coup, aujourd'hui, on va parler un peu plus sur leur parcours et dans le métier du product. Bonjour Hamza, bonjour Antoine, bonjour Charlène, bonjour Romain. Donc, j'en profite pour faire une petite présentation de Comet pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Les Cognitive Systems Comet représentent aujourd'hui plus de 15 000 freelances pour qui nous travaillons dans le but de leur offrir d'effectuer des missions dans les grandes entreprises en France. Généralement, du coup, nous faisons des webinaires avec les freelances, avec les partenaires de la communauté, que ce soit des banques en ligne, des experts comptables sur des sujets admin, l'Accentuel, la Mutuelle. Là, du coup, on est en train de travailler sur un sujet, sans trop spoiler, sur la parentalité quand on est freelance. Donc, ça devrait arriver bientôt. Et donc, voilà, on fait des webinaires avec nos partenaires. Et aussi, on fait les tech talks comme celui d'aujourd'hui. Parfois, c'est du live coding, parfois, c'est des démos. Là, dernièrement, on a parlé d'intelligence artificielle. Ça, c'est tendance dernièrement. Et puis aujourd'hui, du coup, c'est plus un moment d'échange autour du métier du product. Donc pour ma part, je m'appelle Louise, je suis en charge des programmes communautaires et du coup dans ce cas, je suis en charge des partenariats et de l'organisation de ces webinaires et ce depuis 2020 déjà. Donc je te laisse te présenter en 2-3 mots, Joseph. Oui, ok, bah, très bien, merci, merci Louis d'organiser ces webinaires pour Comet. Moi du coup, je suis aujourd'hui VP responsable produit, donc VP Product chez Comet. Il se trouve que j'ai également une histoire particulièrement liée à Comet puisque je suis un des fondateurs historiques de ce qui est devenu Comet, qui s'appelait Skilly au départ. Et j'aurai l'occasion, je pense, de revenir là-dessus, mais mon parcours en tant que product est intimement lié aussi à celui de Comet. Voilà, donc aujourd'hui, je suis très intéressé à l'idée de partager ce petit moment avec vous. Merci. Et je passe la main à Pierre, peut-être. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Pierre. Moi, je suis dans le product management depuis presque 7 ans maintenant, avec la petite différence où j'ai une spécialité dans les produits hardware. Donc, beaucoup de produits consumer hardware durant ces dernières années. Voilà. Et Thomas. Ok. Et moi, salut, c'est Thomas. Alors moi, je suis coach agile et donc je suis freelance. Mes clients aujourd'hui, c'est Leroy Merlin et ADO qui se sont engagés dans une importante transfo et notamment qui ont beaucoup de réflexions autour de ce que peut être le project management et comment on organise, comment on se réorganise ou comment on essaie de réfléchir à une nouvelle organisation d'entreprise qui est basée non plus sur des modes silos, sur des modes feature team, mais bien sur des produits, des approches produits. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc juste avant de commencer, quelques petits rappels par rapport à l'interface. Donc on a l'onglet chat où vous pouvez interagir, mais nous on préfère quand même que vous posez vos questions dans l'onglet questions. En fait, ça c'est bien fait parce qu'il y a un système de vote. Du coup, vous pouvez voter pour la question qu'une autre personne aurait déjà posée, et comme ça on pourra prendre en priorité les questions à la fin. Même si pendant la discussion, s'il y a une question qui est assez pertinente, on va la traiter directement. Ensuite, on a l'onglet sondage. Donc là, je vais mettre un petit sondage en attendant que tout le monde arrive. Boum. Donc la question c'est, est-ce que vous êtes déjà freelance? Donc pas encore, oui, c'est tout nouveau. Ou est-ce que je suis déjà freelance depuis longtemps? Et donc, vu la thématique, je pense que on est beaucoup plutôt dans les métiers produits. Mais n'hésitez pas à nous dire du coup dans le chat si justement vous n'êtes pas dans ces métiers-là, si vous voulez vous orienter vers ces métiers. Et sans plus attendre, du coup, on peut commencer avec la première thématique, le premier sujet, sur les tendances, l'évolution et les perspectives du métier produit. Donc, je pense que par rapport à ça, on pourrait commencer par peut-être voir par rapport à votre parcours, qu'est-ce qui vous a poussé un petit peu à vous diriger vers justement ces métiers-là du produit. Tu veux commencer, Joseph?
Oui, d'accord, avec plaisir. Alors, tendance, évolution, perspective. Bon, si je dois revenir sur mon approche du produit, du coup, comment j'y suis arrivé, parce que je pense qu'en tout cas, pour en avoir parlé avec beaucoup de mes compères, comparses, on arrive d'horizons assez différents. Je viens pas du tout d'une formation produit à la base, j'ai une formation d'ingénieur dans l'aéronautique. Et ce qui m'a amené vers le produit, c'est la j'ai trouvé l'envie de créer des solutions pour résoudre des problématiques business, mais par l'intermédiaire de l'outil technologique. Et c'est ce qui m'a amené étape par étape à construire, structurer l'approche de base, de trouver des solutions et de les concevoir. Au départ, de manière un petit peu anarchique, en utilisant des outils plus ou moins divers, et au final, réussir à m'intégrer dans une équipe de développeurs, un monde qui existait déjà bien avant que j'arrive, et essayer de trouver ma place dans ce monde-là et trouver comment je pouvais du coup permettre de faciliter la conception de solutions dans un monde de développeurs déjà plutôt bien établi. Et c'est aujourd'hui une adaptation permanente, une recherche permanente de méthodos, de manières de communiquer. C'est beaucoup autour de la communication que les enjeux se trouvent de mon côté. La conception de solutions, les solutions techniques possibles, elles sont toujours un peu diverses. On a plusieurs approches possibles, mais c'est vrai que j'ai le sentiment que de plus en plus, à titre personnel en tout cas, mon évolution se fait beaucoup autour de la communication, de quand partager quelle information, à quel moment et à qui. Voilà. Et il y a toujours beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Voilà, donc ça c'est mon petit parcours. Je sais pas trop. Je pense, j'ai pas envie trop de monopoliser la parole là-dessus. Est-ce que du coup, Thomas ou Pierre, vous vous reconnaissez un petit peu dans ce parcours-là, dans cette vision? Ouais, moi je suis un peu tombé dans le produit par hasard. Il y a 7-8 ans, j'ai créé une boîte avec quelqu'un. J'étais un peu le directeur technique, le CTO, et il a fallu, un peu comme l'a dit Joseph, au moment de développer le produit, ça commence à faire trouver les bonnes features, parler avec des utilisateurs, etc. C'est vraiment là où j'ai découvert et je suis tombé dans le produit. Depuis, j'ai fait différentes boîtes, toujours en tant que product manager, donc où j'ai pu un peu découvrir d'autres univers, d'autres utilisateurs. Mais ouais, voilà comme ça. Après, pour répondre un peu à ta question, Louis, les tendances, les évolutions. Moi, mon parcours, j'ai fait toute ma carrière aux États-Unis. Je suis rentré en France cet été et je vois une différence où aux États-Unis, ce métier de produit est très présent. Je pense que beaucoup d'entreprises voient la valeur ajoutée d'un product manager, voient ce que ça peut apporter une équipe. Et je le vois en France, à part dans les grands groupes, ça commence à arriver. Enfin, c'est un peu comme souvent je fais l'équivalence avec le design il y a une dizaine d'années où au début tous les designers étaient externes et de plus en plus les entreprises ont commencé à internaliser. Je vois un peu cette même tendance où les entreprises commencent à voir la valeur du produit, du product management au sein de leur entreprise et pour l'utilisateur final. Voilà un peu ma vision des choses. Moi, je partage tout à fait. Alors moi, je vois ça, mais de l'autre côté de la glace, c'est-à-dire que moi, je suis pas product manager. Moi, je viens du monde de l'agilité, donc en tant que coach agile, on a commencé à faire, enfin, on a fait basculer des structures informatiques qui étaient organisées en mode projet, on les a fait passer avec de l'agilité. Donc, on avait ce rôle de product owner. Et donc, les entreprises ont commencé à découvrir ça. Et tu as tout à fait bien dit, Pierre. En fait, aux États-Unis est arrivée cette discipline. On était au-delà du product ownership, on passait au product management. Et il y a cette dichotomie, et du coup les organisations ont commencé à y réfléchir et à se poser. Donc moi j'ai exercé le job de product manager sur un domaine très particulier, c'est le financement de bateaux. Mais c'est encore une fois c'est très récent et les organisations se posent beaucoup de questions et elles implémentent cette nouvelle, ces nouveaux jobs. Il y a effectivement beaucoup de choses à faire et c'est c'est un terreau, je trouve, très fertile parce que ça amène plein de réflexions sur les organisations. Et là, moi, mon job, c'est plutôt d'accompagner ça. Moi, j'ai découvert ça avec les bouquins de Marty Kagan, avec les Teresa Torres, enfin toute cette littérature Ryan Singer Co, où on avait vraiment ces approches qui étaient différenciantes, qui étaient plus
centrés sur du Scrum et de l'agilité, mais on passait à un niveau qui était hyper intéressant, que je trouvais hyper intéressant, notamment dans la vision du produit qu'on avait peut-être pas forcément, qu'on avait peut-être perdu sur le côté un peu product ownership. Et voilà, enfin, moi je trouve que c'est dans tous les cas, c'est un super terrain de jeu. Et il y a, comme tu dis, il y a beaucoup d'entreprises qui y réfléchissent parce que elles y voyaient peut-être pas l'intérêt il y a encore quelques années, parce que l'agilité c'était un truc de geek et on faisait ça à la DSI, on avait des product owners, ils étaient à la DSI. Et là, en fait, on est en train de se dire, oui, mais le produit, est-ce que c'est pas une façon de réfléchir enfin, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle façon de réfléchir à au produit qu'on vend et donc du coup à repenser notre organisation. Donc, moi, je le vois au travers de ce prisme-là. Mmh. Et en tout cas, nous, de notre côté, chez Comet, ce mois-ci, du coup, c'était au niveau du marketing et des communications qu'on a fait, c'était lié justement au rôle du produit. Et on a remarqué, du coup, une croissance des métiers produits de 30% par rapport aux créations de comptes de freelance qui sont dans ces métiers-là, et aussi par rapport aux missions confiées par nos clients par rapport à ces métiers. Alors, questionnant ça. Ah, parfait. Du coup, pour la question suivante, enfin la thématique suivante, c'est autour du rôle du produit dans la tech. Et je pense que pour aller au-delà de ça, c'est aussi au niveau de la collaboration entre les équipes produits et les équipes tech. Donc, pour vous, qu'est-ce qui serait un petit peu la clé d'une collaboration efficace, la clé du succès entre la collaboration entre équipes tech et produits? J'aimerais bien, si je peux, revenir sur ce que tu disais, Thomas, ça m'intéresse énormément et je sais que c'est des questions qui reviennent très souvent. Tu parlais du product management comme étant une évolution du product ownership dans l'approche produit. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, si tu veux bien développer. J'ai encore aujourd'hui moi-même, pour bosser dans ce truc, mais encore une fois, c'est ce que je disais un peu en intro, aujourd'hui je suis au produit chez Comet, mais dans une approche qui se cherche, je pense, et on est encore dans une étape avec une équipe assez réduite et du coup une agilité, comment dire, on demand, qui est pas by the book, quoi. On est toujours à essayer de chercher les best practices là où elles se trouvent, mais on n'a pas structuré les rôles de manière aussi définie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à définir la différence entre le product owner et le product manager dans l'approche produit. Alors, je suis désolé, j'allais dire un petit peu le mythique. Non, c'est le débat qui anime la communauté. Si on s'en réfère à voilà, je vois les commentaires, oui, c'est le débat classique. Mais si on s'en révèle à l'agilité by the book, le product owner, il est censé être responsable du produit si on prend le guide Scrum. Et effectivement, c'est un rôle qui peut-être a été dévoyé. Enfin, les tenants de Scrum vous diront, si on a un product owner qui fait son job, on n'a pas besoin d'un product manager. À la base, le product owner, il est censé être représentant du produit, de faire la discovery, d'avoir la vision du produit. Sauf que aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain, c'est que le product owner, c'est bien souvent des gens qui étaient anciens chefs de projet, qu'on a adoubés, on a pris une baguette magique et d'un seul coup, ils se sont transformés en product owner. Et on a des gens qui étaient plutôt avec des contextes IT. Ça, c'est voilà, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est fait un peu, on va dire, dans les tranchées, plutôt que sur les bouquins. Et on a en parallèle de ça des organisations qui se sont dit, oui, enfin voilà, on a des product owners qui sont plutôt en charge du delivery, des configurations avec des gens qui sont très doués pour mettre en place des équipes, faire des sprints, des user stories, and so on, et qui donc alimentent les backlogs des équipes. Et pourtant, il y a un moment, il y a certaines organisations qui se sont dit, oui, mais attends, on a quand même besoin d'un rôle de quelqu'un qui va avoir la vision et de quoi sera fait le produit. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il y a eu un shift qui a été fait où les gens se sont dit, ah, on va prendre le product management et on va la rattacher dans notre organisation. Alors encore une fois, c'est un peu une fusion. Et alors du coup, il y a des fois des organisations où le product manager, il est au-dessus des product owners. Il y a des fois, il bosse à côté, et puis on est plutôt en mode, j'ai la vision produit, le product owner a une vision plutôt sur les features. Et ça, en fait, ça dépend vraiment des organisations. Moi, même chez un même client, je vais avoir des fois des configurations de product manager qui sont différentes
J'ai même des gens qui sont business product manager et digital product manager. On commence à voir un peu, les organisations sont actuellement en train de faire des expérimentations. Je dis pas que, alors si on prend la littérature globale, on peut être parfois horrifié de ce qu'en font certains, mais la réalité, elle est là. Le terrain, il est là. C'est que on a des organisations qui disent, OK, on a des product owners, d'anciens chefs de projet, mais on a quand même besoin d'une vision. Donc, OK, est-ce que le rôle de product manager, c'est pas celui qu'il nous faut pour pouvoir animer cette vision? Et c'est un peu comme ça que c'est en train de se structurer. Et c'est pour ça que je dis que c'est un super terrain de jeu, parce que tu peux avoir 2 clients et avoir pas du tout le même job. Product manager peut être des jobs, mais en fait, la première fois, quand j'accompagne des product managers, la première chose que je leur demande, c'est qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas. Parce que des fois, vous seriez surpris des différences, quoi. C'est extrêmement intéressant, effectivement. J'avais l'impression que dans ton approche de départ, tu avais l'air de dire que c'était assez structuré, que finalement il y avait des rôles assez définis. Je me suis dit, je suis passé à côté de ça. Et en fait, après, en développant, on se rend compte, je partage un peu cette vision aussi de l'impression qu'on a l'aspect sandbox, c'est super intéressant. Il y a ce côté, il y a un rôle qui est apparu et qui en fait peut être défini par un ensemble de responsabilités au sein d'un projet, de choses à faire entre guillemets, de tâches, et on a fait des sacs de tâches et on les a labellisés product owner, product manager, et en fonction du nombre de tâches qu'on met dedans, on a un titre. Moi, je suis VP Product chez Comet. Je suis du coup Product Designer, Product Manager, Product Owner. En fonction de comment on voit le prisme, je peux être amené à faire des tâches finalement qui sont toujours plus ou moins les mêmes, quoi. On a toujours ce truc de rapport à l'utilisateur, de compréhension, de conception de problématiques, de conception tout court de visuel, d'analyse. Et en fait, j'ai l'impression peut-être que sur la finalité, on va peut-être plus tourner les offres de product autour d'un thème et de responsabilités spécifiques à une équipe, plutôt que d'essayer de mettre des titres qui en fait du coup veulent plus vraiment dire grand-chose. Si le product manager, ça veut pas dire la même chose en fonction de à qui on parle, est-ce que ça vaut vraiment le coup de labelliser le job, quoi? En ce moment, j'ai un peu l'impression qu'on va arriver à cette conclusion. En tout cas, même nous chez Comet, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Pour parler très concrètement, quand on reçoit un besoin je parle de Decathlon parce qu'on est à Lille et c'est le client principal Comet aujourd'hui, mais quand on reçoit une offre de product, en fonction de même l'opérationnel, en fonction de la business unit chez Decathlon et de l'opérationnel, le job product manager ne veut pas dire la même chose. Et c'est particulièrement complexe donc quand on parle de freelancing. Et aussi, à titre personnel, pour avoir bossé en tant que freelance dans certaines petites startups, on a essayé de mettre une offre en mode projet chez Comet. Et j'ai aussi abordé cet accompagnement produit de startup. C'est compliqué de mettre en avant son expérience aussi en tant que freelance product, puisque quel titre je mets, en fonction du titre que je mets sur chaque expérience, je vais viser des jobs différents. C'est particulièrement complexe, ce sujet. Ouais. Non, mais je reviens sur ce que vous dites. Moi, il y a encore quelques mois, product owner, je savais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était juste un programme manager. C'est quelqu'un qui fait la gestion de projet. Je pense que, moi, quand on me dit product, moi, je reviens toujours. Comme tu le disais, Thomas, qu'est-ce que vous faites au jour le jour? Et pour moi, c'est être proche de l'utilisateur, comprendre les besoins utilisateurs, et puis, et être un peu le leader de ça au sein de l'entreprise. C'est comme ça que je vois quelqu'un qui fait du product. Après, les titres, c'est vrai que, suivant les organisations, c'est différent, mais moi, c'est comme ça que je le vois, pour un peu aussi revenir sur ce que tu dis, Joseph, aussi de qu'est-ce que vraiment un client recherche. Et c'est voir ça. Est-ce que je vais juste gérer les features du backlog et gérer que les devs font la bonne chose, ou est-ce que je vais justement être proche de l'utilisateur et vraiment identifier un besoin, identifier une problématique et apporter des solutions? Complètement. Et c'est du coup à la fois passionnant et en même temps, ça peut être prise de tête quand on cherche souvent à se positionner, quoi, en tant que freelance, en fonction ça peut être assez compliqué de faire le tri parmi toutes les offres, que ce soit des missions ou des offres d'emploi, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois un peu se dessiner, c'est donc un couple product manager, product owner, avec des fois plusieurs product owners pour un même product manager, parce que le produit est tellement large qu'on a besoin d'avoir plusieurs product owners. Les product owners sont plutôt en charge du delivery, donc le product manager bosse beaucoup
en prospective, donc la partie discovery, la partie aussi en aval à growth hacking, et le product owner est en mode delivery. Ok, est-ce qu'on délivre bien le produit. Donc pour l'instant, c'est un peu comme ça que je vois que ça s'installe. Et pour autant, après, je vais avoir des équipes ou des clients, les gens disent, en fait, on n'a pas besoin de product manager parce que le product owner, il suffit. Encore une fois, product owner, c'est un rôle dans une équipe Scrum. Et vous n'avez pas besoin de faire du Scrum pour faire du product management. Ça, c'est aussi des choses qu'il faut un peu tacler. Enfin, si vous écoutez Ryan Singer, il vous dira, lui, Scrum, c'est pas son truc, quoi. Et pourtant, il a inventé un truc qui s'appelle Shape Up et il dit, je m'en fous de sprint ou de trucs comme ça. C'est pas du tout son discours. Donc, effectivement, il faut positionner ça. Je pense qu'on a associé product management avec l'agilité. Bon, il y a des choses qui sont réutilisées. Alors, c'est pas forcément. Et oui, effectivement, comme tu dis, le product management existait bien avant Scrum, totalement. Et en venant du hardware, enfin, on fait pas forcément de Scrum quand on développe un produit hardware. Donc, et pourtant, on a besoin de product management, product manager. Donc, c'est pas comme tu le dis, Thomas. L'un peut aller sans l'autre. Et si je peux raccrocher les wagons, du coup, ça nous amène un peu au sujet d'après, parce que en fait, en fonction du rôle qu'on prend dans l'équipe, le rapport avec la tech, il est différent, quoi. Après, là, on parle, comment dire, de l'équipe. Moi, je vois ça comme étant vraiment. Alors, on a eu beaucoup de sujets sur Chacomet, à savoir si le produit fait partie de l'équipe tech ou s'il fait partie d'une équipe spécifique produit et qui doit être en lien avec l'équipe tech, mais en tant que la consommer en tant que client. On a eu tendance jusqu'à aujourd'hui à considérer que le produit fait partie de la tech, même si en ce moment c'est encore en train d'évoluer. Et c'est vrai qu'il y a un peu un rapport de représentant. Je me rends compte en disant ça que je réponds pas vraiment à la problématique du rôle du produit dans la tech. Mais c'est vrai que si je dois parler si je dois expliquer ce que je vois comme dans mon rôle dans la tech, aujourd'hui, en tout cas au quotidien, c'est principalement de représenter l'un et l'autre des côtés de l'équipe technique qui cherche à avoir une compréhension des problématiques et d'avoir un ensemble une priorisation des problématiques à traiter pour apporter un maximum de satisfaction aux utilisateurs finaux, pour être sûr qu'ils vont dans la bonne direction, d'être sûr que eux apportent des solutions, eux concrétisent des solutions, mais le rôle du product là-dedans, c'est d'être sûr qu'on tacle les bonnes solutions, qu'on tacle les bonnes problématiques au bon moment. Et de l'autre côté, aussi représenter l'équipe tech auprès des utilisateurs pour essayer comment dire, l'équipe tech et la réalité technique aux utilisateurs pour essayer d'orienter l'utilisateur dans une solution plutôt qu'une autre en fonction de la complexité de ce qu'on peut apporter d'un peu apporter l'éventail de solutions techniques qui se présentent à l'utilisateur pour essayer de sélectionner avec lui ce qui correspond le plus au ROI quoi attendu, c'est-à-dire vraiment où est-ce qu'on met l'effort par rapport à ta réalité quoi problématique. Aujourd'hui, c'est le sentiment que j'ai sur le produit. Et je vois vraiment comme le produit, comme on le disait, le produit existe depuis longtemps, mais je vois vraiment ça comme un rôle de facilitateur. Et pour moi, ça émerge de justement une distance entre des ingénieurs techniques qui structurent une donnée d'une certaine manière et des gens qui vivent un business, qui vivent une réalité opérationnelle en rapport avec des clients, en rapport avec un produit physique et qui ont des problématiques et qui sont pas forcément toujours conscients de ce qu'il est possible de faire avec la tech, quoi. C'est un peu le sentiment que j'ai, en tout cas, dans mon rôle en tant que product. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Ouais, je suis d'accord. Je pense que l'élément sur lequel tu as touché aussi, c'est que le product manager a cette vision un peu plus aussi de l'entreprise, du business. Le but d'un business, c'est de faire de l'argent et de garder de faire un produit non seulement qui marche pour l'utilisateur, mais aussi qui marche pour le business et qui rapporte de l'argent, suivant la stratégie qui est en place, et qui garde un peu cette vision un peu plus globale, qui va justement interagir avec sales, marketing, les équipes techniques, bien sûr, faire le référent là. Je pense qu'il y a cette dimension-là aussi qui est importante côté utilisateur et côté business, que quelqu'un qui est technique n'a pas forcément, par question de temps ou d'intérêt, le temps de vraiment de voir cette vision globale. Et je pense que
dans cet esprit, le rôle d'une personne produit permet aussi justement d'être un peu plus précis sur vraiment ce qu'il faut accomplir, sur vraiment sur ce quoi qu'elle est produit. Enfin, des fois, ça arrive, hein, les équipes techniques, juste parce qu'elles peuvent le faire ou parce qu'elles ont envie de travailler sur une techno, ont envie de le mettre dans le produit. Mais est-ce que c'est vraiment une valeur pour l'utilisateur final? Donc, il y a aussi ce côté-là où, bien sûr, dans des petites entreprises, des équipes techniques arrivent à faire son produit, c'est sûr. Mais au fur et à mesure, surtout quand les entreprises grandissent, c'est pour ça qu'on parle aussi des fois d'avoir une personne produit qui arrive, qui permet d'avoir une vision un peu plus globale quand, comme on l'a dit, les produits grandissent, les projets grandissent, etc. Je ne sais pas si Thomas, tu as un peu la même chose, toi qui travailles dans des grands groupes. Je partage totalement. Très bien, du coup on a fait un petit peu le tour finalement aussi des différents métiers et les responsabilités de chacun. Tu avais mentionné aussi Thomas, le rôle des Scrum Masters. Du coup, dans cette association entre les Scrum Masters et les produits, pour toi, c'est quoi cette vision justement, les différences? À un moment, tu disais que justement, il y avait peut-être pas besoin si déjà le Product Owner ou le Product Manager faisait le taf. Mais c'était quoi ta vision du coup par rapport au Scrum Master? Le Scrum Master, lui, il vient en renfort de l'équipe en général pour essayer de voir quelle pratique, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Je dis souvent, hein, le Product Owner, Product Manager est responsable de est-ce qu'on fait la bonne chose, est-ce qu'on est en train de bâtir le bon produit. Et le Scrum Master, lui, sa problématique, c'est est-ce qu'on fait bien. Sa problématique, c'est plutôt est-ce qu'on fait bien les choses, quoi. Est-ce qu'on est en train de performer en tant qu'équipe? Est-ce qu'on sait gérer est-ce qu'on sait gérer le run, les projets? Enfin voilà, c'est combinatoire. Et là, pour le coup, le tandem PO Scrum Master, il reste au sein de l'équipe agile. Le Product Manager n'est pas forcément au sein de l'équipe agile. Et dans les organisations, le Product Manager tend à être un pivot, une personne qui est centrale, qui va faire de la prospective, de la roadmap, encore une fois, avec des équipes agiles qui vont dépendre de lui et donc qui va alimenter avec des réflexions ou des ressources. Moi, je vois par exemple dans les grandes organisations, j'ai participé à des ateliers où on se disait la vision du paiement dans les prochaines années. Et qu'est-ce qu'on veut demain? Comment on veut pouvoir payer dans un magasin? Est-ce qu'on veut encore des caisses? Enfin, ça, c'était donc les participants à ces ateliers-là étaient les animateurs de ces ateliers-là étaient plutôt du rôle des product managers en se disant ok, est-ce que demain le produit de paiement, demain il doit changer parce que les attentes de nos clients changent. Évidemment, donc il y avait des techniciens pour pouvoir alimenter les débats, mais la vision prospective, elle était bien aux mains des gens qui étaient dans le product management. Donc, je vois qu'il y a une question de Antoine qui dit est-ce qu'il est possible de faire du free en tant que du product design? Moi, je dirais oui, j'en croise beaucoup qui sont freelance. Et je pense que ce qu'il y a de bien en fait d'être freelance, c'est que tu as cette hauteur de vue. Tu as vraiment, pour moi, c'est cette hauteur de vue. Parfois, que tu es freelance, tu n'es pas, tu peux apporter une expertise, une hauteur de vue que n'aurait peut-être pas un interne qui aurait été chef de projet et qu'on aurait bombardé product manager. Donc, je pense que effectivement, il y a cet avantage, je trouve, à être indépendant et à faire du product design. Les gens pourraient dire oui, mais en fait, tu connais pas bien la boîte, oui, donc ça suppose d'avoir quelqu'un qui a un profil qui est suffisamment capable de se créer un réseau, parce que le product management, c'est un job de réseau, parce que tu vas interagir avec la totalité de la boîte, quasiment totalité de la boîte. Mais le fait d'être indépendant, encore une fois, ça te permet aussi de dire ok, moi j'apporte une vision neuve, une expertise différente, j'ai pu travailler sur d'autres contextes, et donc on va peut-être réfléchir, sortir le produit de la boîte dans lequel on l'a mis, et peut-être qu'on peut y repenser derrière. Et pour moi, c'est ça l'avantage à être indépendant dans ce type de job. Je te rejoins totalement là-dessus. Pour avoir travaillé avec un product designer freelance au sein de Comet,
j'ai aussi vu des inconvénients. C'est-à-dire que il y a un vrai avantage, et je te rejoins complètement sur le fait d'avoir une distance et d'avoir la possibilité d'éviter un certain nombre de biais liés au fait qu'on reste trop longtemps dans une boîte et que du coup on pense en fonction de ce qui existe et plus par rapport à la réalité du moment, que ce soit même sur des solutions en fait, d'envisager des solutions par rapport à ce qui existe plutôt que par rapport à comment faire évoluer l'existant, quoi. À ceci près que ce qui s'est bien passé avec du coup, il sera pas là, mais Jocelyn, qui fait partie de la communauté Comet, Jocelyn Caron, qui m'a accompagné sur le projet Comet, c'est qu'il avait cette capacité à comprendre le business. Et après, j'imagine que c'est un peu une compétence nécessaire pour être product designer, mais j'ai le sentiment, pour avoir eu l'occasion d'échanger et de visualiser des profils de pas mal de product designers, que cet aspect-là, il n'est pas toujours évident, il n'est pas toujours compris. Cette nécessité de comprendre le business et donc de proposer des solutions qui sont en lien direct avec les problématiques business et qui sont pas uniquement issues d'une imagination de comment on pourrait résoudre une problématique, quoi. Voilà, de toute façon, c'est très simple pour moi. Si demain je dois travailler avec un product designer, je lui pose un cas concret d'une problématique Comet avec toutes les informations nécessaires pour comprendre la problématique, et la solution qu'il va me proposer déterminera tout de suite si je peux travailler avec lui ou pas, puisque en fait c'est là-dessus que pour moi je me baserai. Je dis ça par rapport à ce que Hamza demandait sur comment se mettre en avant pour décrocher une mission en tant que PO. Moi, à titre personnel, je demanderai toujours à avoir un cas d'étude concret, à essayer de comprendre une problématique spécifique au sein de l'entreprise qu'on vise, et puis et proposer une solution pour voir, ne serait-ce que, même si finalement ça fit, quoi, en fait, une espèce d'immersion dans la réalité opérationnelle du job en question, dans la société en question, quoi. Le peu que j'ai eu l'occasion de travailler en tant que free, en intervenant dans des comptes qui étaient un peu plus gros que des petites startups, j'ai toujours réussi. Enfin, j'ai pas toujours réussi à obtenir la mission, parce que je trouve que des budgets sont partis, mais j'ai cherché à montrer que j'avais compris les problématiques, plutôt que de mettre en avant mon expérience passée, quoi. C'est un peu comme si je mettais en avant justement mes compétences dans ce truc de dire, finalement, product owner, product manager, même product designer, finalement, vous demandez un poste, mais j'essaie plus de comprendre ce que vous cherchez, et est-ce que je peux apporter des solutions, est-ce que je peux être la personne que vous cherchez, est-ce que j'ai le sac de compétences que vous recherchez, quoi. Après, vous mettrez l'étiquette que vous voudrez dessus. C'est comme ça que j'ai toujours abordé les missions que j'ai pu faire chez les différents clients. Bon, c'est très personnel aussi, hein. Merci beaucoup, Antoine, pour ta question. Du coup, avec la question de Hamza, de que faut-il mettre en avant pour décrocher une mission en tant que PO, du coup, ça rejoint un petit peu la thématique suivante autour des astuces et conseils pour briller en tant qu'indépendant. Du coup, toi, Pierre, est-ce que tu as des petites astuces, des conseils justement pour rebondir sur cette question? Je pense que c'est un peu rejoindre un peu ce que Thomas a dit au tout début. Enfin, déjà, c'est se garder au fil de ce qui se passe. Il y a de nos jours dans le product management, il y a énormément de podcasts, de newsletters. Il y a d'excellents livres aussi, qui même certains qui commencent à être qui ça fait quelques années, mais au final, comme on l'a dit, le fond ne change pas. Certaines techniques ne changent pas, mais comme l'a dit Thomas, en fait, c'est voir ce qui se passe ailleurs, voir les bonnes choses comme les mauvaises choses, et toujours, c'est comme on dit toujours, hein, mais continuer soi-même à apprendre, à s'améliorer, et pas rester sur ses acquis. Je pense que c'est très important, comme ça, montrer qu'on évolue et qu'on reste pas justement. Les métiers changent, on le voit, on l'a dit au début, les métiers changent, il faut changer, il faut apprendre, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, voir là où il y a des besoins aussi. Donc, il faut être curieux, faut apprendre, faut passer du temps. Moi, je sais que j'utilise mon temps de commute, pour aller du travail à la maison, pour écouter des podcasts, et on apprend pas mal de choses avec différents horizons. Des fois, ça vient du marketing, des fois, ça vient du produit, des fois, c'est des gens un peu plus. Mais il y a pas mal de choses intéressantes de ce côté-là.
Enfin, personnellement, c'est comme ça, moi. Toujours apprendre. Et du coup, ça permet de se différencier par rapport à quelqu'un qui fait la même chose depuis 10 ans et qui n'a pas forcément évolué. Ouais, moi il y a une phrase, à chaque fois que j'entends cette phrase, j'ai envie de tirer une fusée de détresse et de crier alerte. C'est quand j'entends ah non, mais moi je le connais le client, hein, t'inquiète pas. En fait, si vous êtes indépendant, vous ne le connaîtrez pas le client. Et c'est une bonne chose parce que la majorité des gens qui vous disent non, mais t'inquiète, je connais le client, en fait, ça fait des années qu'ils ne sont pas allés le voir le client et du coup, ça c'est un problématique. Et donc, mettre en valeur ce fait de ne pas connaître et de dire non, en fait, moi j'ai une méthode pour aller, je vais travailler la connaissance client et je vais aller voir des clients et je vais leur poser des questions. Mais du coup, ça permettra peut-être d'avoir ce nouveau, comment je vais dire ça, un nouveau prisme, une nouvelle vision sur le client. Et la deuxième chose que je dirais en tant qu'indépendant, c'est que une organisation, en fait, si vous connaissez la loi de Conway, c'est une loi qui dit que une organisation, enfin un produit, il est conçu par une organisation et donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le produit dépend de l'organisation. Et si vous faites partie de l'organisation, quelque part, vous faites partie peut-être du problème. C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui ont du mal à avancer sur les produits parce qu'en fait, c'est leur organisation qui pose problème. Et si vous n'en faites pas partie, vous dites, du coup, je suis neutre par rapport à cette voilà. Je suis totalement d'accord et c'est pour moi, c'est un argument en tant que du coup membre de l'équipe Comet. Je suis clairement, tu apportes énormément d'eau au moulin, qui est clairement le fait de dire, de faire intervenir des gens. C'est ce que j'ai toujours, comment dire, c'est un souhait que j'ai encore et qu'on a eu l'occasion de mettre en pratique, de faire intervenir des gens extérieurs autour du projet de Comet. Ça nécessite d'avoir, alors après c'est ma vision des choses, mais ça nécessite d'avoir au moins une personne qui soit garante, d'avoir une homogénéité dans la vision et d'avoir une direction qui est définie dès le départ. Mais à chaque fois qu'on a eu l'occasion de faire intervenir des gens, on a toujours eu l'opportunité de voir les choses sous un nouvel angle. Et si on s'intéresse au rapport d'étonnement des freelances qui nous rejoignent, et si on s'intéresse aux premiers retours qu'ils peuvent nous faire sur les 6 premiers mois en fonction de la complexité et la diversité des produits, on a une mine d'or d'informations sur qu'est-ce qui peut être amélioré et justement basé sur des gens comme Pierre, d'avoir la possibilité de se remettre en question par rapport à l'état de l'art au moment où la personne arrive, quoi, parce que c'est clair que en restant coincé, en restant enfermé, on finit par résoudre nos problématiques d'organisation interne. On se ferme beaucoup de portes quant à rester à flot par rapport à une technologie qui évolue super rapidement, une réalité business qui évolue super rapidement, quoi. Là, du coup, on a Kautar qui a posé une question autour des recommandations sur des formations et les références sur le product management. Et du coup, Thomas et Pierre, vous avez mis quelques noms de formations et références. Est-ce que vous voulez toucher un petit mot par rapport à ça? Ouais, moi je l'ai écrit, mais je recommande Stiga Academy qui ont bossé avec des boîtes et qui ont vraiment fait avancer le product en France, qui donc animent des conférences avec des gens très 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 pointus sur le sujet, qui ont écrit des bouquins et voilà. Et Advisory aussi parce qu'ils sont vraiment pertinent dans l'approche du produit. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai assisté aux deux, j'ai fait des trainings avec les deux et je ne peux que recommander leurs 2 sessions de formation. Et j'ai fait, à chaque fois, je me suis fait rembourser. Je vois la question de Mohamed. Oui, je me suis fait rembourser. Je ne pense pas que c'est CPF, mais quand vous êtes indépendant, vous cotisez à un fonds d'indemnisation des formations et vous êtes éligible à un remboursement. Et je l'ai fait même si je n'ai pas une certification, parce que SIGA ne délivre pas de certificat de la même manière que vous pourriez avoir un Product Owner & Co, une certification délivrée par Scrum. Et c'est des formations qui sont éligibles à un remboursement de la part de votre organisation. Toujours dans cette partie-là sur les astuces et les conseils, là tu parlais justement des certifications. Est-ce que Pierre, je sais, vous passé des certifications? Est-ce que dans votre réseau, est-ce qu'il y a des gens qui passent des certifications et justement, est-ce que ça fait la différence, par exemple, lors d'une candidature pour une mission?
ou est-ce que c'est vraiment juste un titre plus pour la pratique et l'expérience, ou même ce que tu disais là tout à l'heure, Joseph, sur la vision business est plus important que par son certification? Personnellement, j'ai jamais passé de certification, enfin de certification avec un petit diplôme. Non, c'est vraiment l'expérience sur le terrain et l'apprentissage en continu. Donc ouais, j'ai pas une certification. Ouais, je connais pas, je connais qu'il y a beaucoup de workshops ou de choses comme ça, d'ateliers qui permettent de s'améliorer. Après, ouais, une certification en elle-même. Je pense que c'est un peu comme l'a dit Joseph aussi, plutôt c'est son expérience, mettre en valeur son expérience, mais aussi avoir compris les problématiques du client et montrer qu'on peut leur apporter quelque chose plus qu'un un papier. Comme Thomas, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment, comme Scrum, il y a une certification que les gens recherchent, etc., ou Safe, ou peu importe. Je connais pas un équivalent dans le product management, ou du moins pas encore. Il n'y a pas énormément de choses, effectivement. Après, d'avoir des certifications spécifiques à certaines méthodologies, c'est aujourd'hui intéressant pour montrer, peut-être mettre en avant cette curiosité dont tu parlais, Pierre, en fait, d'avoir savoir un bagage, une boîte à outils complète, quoi, mais sans. Enfin, moi, à titre personnel, c'est ce que je disais un peu en intro tout à l'heure, chez Comet, on n'a pas décidé d'aller vers l'une ou l'autre des méthodologies en faisant by the book sans remettre en question, puisque je pense que chaque méthodo a un peu ses avantages, ses inconvénients, mais par contre, de savoir que cette méthode existe et qu'il existe des philosophies spécifiques à travers les livres que conseillait Thomas ou ce qu'on peut voir dans les podcasts, c'est toujours super intéressant. Et j'ai le sentiment un peu que, du point de vue en tout cas d'un client, la certification met un tampon sur ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être la curiosité dont tu parlais, Pierre, pour moi, elle est intrinsèque, et un peu ce que je disais tout à l'heure pour Antoine sur la partie product design, c'est presque un nécessaire pour être product aujourd'hui. Mais de justifier ça, je passe à côté d'une. Thomas qui fait des blagues. L'évolution, pas mal. Du coup, j'ai perdu le fil, mais globalement. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que du point de vue d'un client, la certification, elle tamponne quelque chose qui, du coup, c'est une façon de mettre en avant quelque part une compétence qui est de toute façon nécessaire, quoi. De savoir qu'il existe différentes approches. J'imagine que Thomas, si tu veux travailler en tant que coach agile dans un grand compte ou comme Leroy Merlin aujourd'hui, d'approcher en disant je connais la méthodo et une ou plusieurs méthodos spécifiquement et j'en ai la certification, quelque part, ça te différencie des autres candidats, quoi. Absolument. En tant qu'indépendant, pour moi, je dis ne pas se former, c'est juste passer à côté de la valorisation de l'expérience en termes de TJM, parce que on va pas se mentir, vous pouvez avoir l'XP, mais pas avoir l'assertif, du coup ça vous fait perdre une partie du TJ. Donc pour votre TJ, c'est ça. Je voyais une question sur mission centrée product, sectoriel TJM. Moi, je sais pas après, mais je sais que j'ai des collègues qui sont là-dedans et ça commence à partir de 700 hors taxe. Et voilà, c'est pas voilà. Je sais pas après si vous commettez, vous avez un aperçu, mais en tous les cas, ouais, moi j'ai des copains qui sont dans le PM Indep et qui facturent 700 hors taxe à la journée sans difficulté. Alors là, j'ai pas les chiffres en direct, mais ça pourrait être intéressant. Je pense qu'on pourrait envisager avec Louise de faire un rapport des missions qu'on a pu avoir sur le produit sur 2023, par exemple, à partager aux participants de ce webinaire, peut-être même au sein de la newsletter. Ça permettrait d'apporter pas mal de visibilité sur ça. Tu parlais de 700, je pense que... Enfin bon, après, ça
ça dépend beaucoup de la seniorité du type de job que tu vises. C'est toujours pareil, hein. Des fois, un product owner, en fait, c'est un passe-plat. Dans certains comptes, un product owner, c'est vu comme un passe-plat. Donc, finalement, c'est pas vu comme, c'est pas reconnu comme étant un job à haute responsabilité qui nécessite quelqu'un de bien formé. Et puis, à l'inverse, product owner, parfois, c'est quelqu'un qui porte tout le produit sur les épaules et qui a énormément de choses à faire. Donc, ça dépend beaucoup des tâches plus que du job en lui-même, quoi. Et même de là où tu vas travailler, hein, Complètement. peut-être un grand groupe va payer plus qu'un autre. Enfin, c'est difficile comme question. Mais... Et même finalement au sein de la région aussi, hein, mine de rien, Oui. c'est indexé sur le salaire assez étrangement. Alors après, on verra comment ça évolue dans le futur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore très indexé sur le salaire équivalent en CDI et donc sur les régions. Finalement, un product owner qui travaille en full remote, même s'il travaille en full remote, s'il bosse pour une boîte à Lille, il aura un salaire moins élevé ou un TJ moins élevé que s'il travaille pour une boîte parisienne. Et c'est la réalité du marché aujourd'hui. Je pense que c'est normal aussi, puisque le client compare toujours l'intervenant en freelance avec un équivalent salarié, hein, finalement. Donc, c'est indexé là-dessus, quoi. Parfait. Alors, il nous reste 15 minutes. Oui. Vas-y. Non, dis-nous, Thomas. Non, je me dis effectivement pour moi, dans pas mal de groupes, j'ai vu le job de product manager être mis au même rang en termes de TJ que directeur de programme. C'est pour les gros projets, gros waterfalling. C'est un peu la parité que j'observe moi sur le terrain. Du coup, il nous reste 15 minutes à peu près, donc on va passer à la partie questions-réponses. Donc on va prendre la première question en termes de vote. Donc là, on a celle de Mohamed, on va l'afficher à l'écran. Alors bonjour, sur Comet, il n'y a pas de tranche de TJM sur l'émission et on peut être récalé car on a candidaté avec un TJM trop haut. C'est une très belle remarque, tout à fait. Alors, c'est un sujet d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, qu'on a abordé encore ce matin. Est-ce qu'on affiche ou pas un TJ spécifique sur les offres chez Comet? On sait, c'est un fait, qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'envisager de postuler pour une offre sans avoir une indication du TJ cible visé par le client. Et en même temps, la réalité, c'est que, en fait, ça découle de ce que je disais tout à l'heure. Il arrive très régulièrement que finalement l'offre se précise à la présentation du premier candidat. Je m'explique. On reçoit une opportunité avec simplement 2-3 informations sur un job recherché, une seniorité, et finalement à la présentation d'un premier candidat, il apparaît qu'il y a plus de précision puisqu'on voit l'écart entre ce qu'on présente, la personne qu'on présente et l'attendu. Et ça permet de préciser la réalité de ce qui est attendu. Et du coup, on peut préciser aussi le type de profil qui est visé et donc le type de responsabilité recherchée et aussi le TJ qui en découle. Donc, c'est particulièrement complexe du côté de Comet de définir un TJ si du côté du client, c'est pas clair. Et ça, c'est un fait qui est particulièrement difficile à traiter. Et même aujourd'hui, quand on se réfère aux grilles tarifaires des clients, on est souvent sur des TJ qui sont revus à la baisse. Et il apparaît que les négociations sont toujours plus ou moins possibles. Enfin voilà, c'est particulièrement complexe comme sujet. On pourrait effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on pourrait très bien faire un extract sur 2023 des différentes missions qu'on a pu avoir avec le budget, le TJ correspondant en fonction du niveau de seniorité. Mais finalement, même si on extrait ça sur un certain nombre de jobs, product owner, product manager, ça ne donnera ce sera forcément biaisé et on devra mettre un disclaimer de product owner, ça ne veut pas dire la même chose en fonction de 2 lignes, donc le TJ est différent, quoi. C'est toujours, c'est très variable. Merci Youssef pour ta réponse et merci Mohamed pour la question. Du coup, on a aussi la question d'Antoine. Alors, que pensez-vous de la place des freelances sur les plateformes telles que Comet? N'y a-t-il pas trop de besoins d'entreprise à côté du nombre de freelances? Un marché saturé, c'est une jungle finalement. Il n'y a pas trop peu de besoins, d'accord. Il y a trop peu de besoins d'entreprise. C'est un vrai sujet. Comment? Au départ, Comet, à l'instar de Malte ou Crème, a été conçu comme étant un SaaS et du coup une plateforme en marketplace qui permettait à un freelance de se connecter
à des sociétés de se connecter également et de renseigner des opportunités. On était censé se différencier de Malte par notamment l'algorithme de matching qui était censé identifier uniquement les missions qui correspondent à son profil et de l'autre côté, uniquement les profils qui correspondent à l'opportunité. La réalité, elle est très différente. Comme on vise les grands comptes aujourd'hui, on vise des sociétés qui déjà n'utilisent pas de SaaS. Enfin, en tout cas, quand on reçoit une opportunité de la part d'un grand compte aujourd'hui, on la reçoit en même temps qu'un certain nombre de SN et d'autres sociétés de freelancing. Et donc, c'est particulièrement complexe de se démarquer du point de vue du produit. Et donc, la tendance va plutôt à une espèce d'hyper-spécialisation en termes de communauté et d'aller sur des comptes définis, anticiper des besoins, donc construire quelque part une communauté de freelance qui corresponde aux clients qu'on a pu aller démarcher et qu'on a réussi des partenaires qui deviennent en fait des comptes qu'on a, comment dire, pour lesquels on est référencé. On identifie ces comptes, on identifie les stacks techniques, on identifie les besoins les plus récurrents et on essaie de construire une communauté autour de ces besoins-là pour pouvoir anticiper des besoins et répondre le plus vite possible. Et c'est clair que à l'intérieur du coup de la communauté Comet aujourd'hui qui ne filtre pas sur les inscriptions, on arrive très souvent avec des profils qui, même s'ils sont expérimentés et même s'ils ont la seniorité recherchée et même si c'est des personnes qui sont tout à fait capables de mener à bien des missions, on peut pas satisfaire tout le monde et on a malheureusement pas toujours de besoin en face des profils. Et aujourd'hui, ça fait l'objet d'une vraie discussion en interne, à savoir si finalement c'est faire une fausse promesse et amener un espèce de sentiment de jungle, de permettre à des freelances de s'inscrire et de postuler alors qu'on sait pertinemment qu'on n'a pas de besoin à leur proposer, ou est-ce qu'il faudrait plutôt avoir une approche un peu plus top-tal pour ceux qui sont familiers, avec uniquement une approche plutôt de partenariat entre un freelance et Comet, par exemple, qui serait un peu plus réduite, qui du coup aurait une communauté plus réduite et qui serait beaucoup plus orientée dans on le voit avec les approches avec Louisa, qui est un agent de freelance, plus quali quoi, dans la représentation du freelance auprès des clients. Donc c'est particulièrement complexe et effectivement, je suis d'accord avec cette remarque, le marché aujourd'hui est saturé puisque on n'a pas suffisamment de spécialisation. Bon, peut-être que c'est pas un message qui est suffisamment bien. Aujourd'hui, un freelance peut s'inscrire partout, mais la réalité, c'est qu'en fonction de où il s'inscrit, il n'aura pas accès aux mêmes missions, quoi, aux mêmes besoins. Enfin, ma vision de l'autre côté de la chose, je pense qu'il ne faut pas seulement se fier à ce genre de plateforme. Enfin, comme on l'a dit, c'est important d'utiliser son réseau professionnel. Moi, aujourd'hui, je travaille pas via Comet, c'est via des missions que je me suis trouvé. Ouais, bien sûr, ça prend du temps, de la prospection, de contacter, de maintenir son réseau, de voir un peu ce qui se passe. Mais bon, c'est aussi, ça peut permettre aussi de sortir du lot ou justement de viser les entreprises là où on sent qu'il y a vraiment un besoin et on peut être le plus utile au lieu de juste être parmi tant d'autres. Donc bien sûr, après c'est un peu la contrepartie d'être à son compte, hein, mais ça fait partie du jeu personnellement. Complètement, oui. Mais désolé, du coup, je monopolise beaucoup sur cette question. Mais je suis tout à fait d'accord. En fait, l'objectif de départ de Comet, c'était ça. C'était finalement de permettre d'être un outil parmi les autres, ce que tu dis très bien, Antoine, mais c'est vraiment d'être un outil parmi d'autres pour trouver des missions, mais qui permettent à un freelance aujourd'hui qui souhaite se lancer, ou enfin un consultant qui travaille en ESN qui souhaite se lancer, ou un freelance déjà établi, de se défausser de cette responsabilité, à l'instar d'un Shine qui décide d'aider les freelances dans la création de leur structure et de la facturation. On est censé être un outil d'identification d'opportunités qui matchent un profil, mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'engagement à trouver. On est simplement censé être utilisé comme un outil, quoi. Et un outil aussi qui permet le référencement. C'est pour ça qu'on a visé aujourd'hui des grands comptes français, puisque même via le bouche à oreille aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué de se faire référencer chez des grands comptes sans passer par une société au moins de partage commercial via ce que fait Comet par exemple avec l'offre Connect, où
ou l'offre boost, quoi. Et toi, Thomas, est-ce que tu remarques aussi un petit peu une tendance sur le marché avec un petit peu moins d'offres par rapport aux gens qui sont là? Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que la sortie enfin, pour guetter la sortie, il faut guetter les taux de la BCE, enfin les taux de la Fed, et puis les taux qui vont aligner sur la BCE. Au plus le coût de l'argent est important, au moins les entreprises investissent, et on va pas se mentir, hein, on fait partie de l'investissement pour les entreprises. Donc si elles doivent payer plus cher pour investir, elles investiront moins. Je pense à titre personnel, enfin sur la partie secteur immobilier, pour être tout à fait clair avec vous, je pense qu'ils annoncent un retour à peu près à 6 mois. C'est pareil, il y a eu une baisse des transactions, les gens n'achètent plus, les gens ne bricolent plus, donc du coup le secteur de la distribution de bricolage il est tombé. Ça nuit aussi au reste du marché. Donc pour moi, j'attends pas un retour avant. Enfin, je vais pas faire la boussole, mais j'attends pas un retour avant au moins le deuxième semestre de cette année. Voilà. Et je dirais, si vous voulez savoir quand la sortie, guettez les taux de la Fed et puis vous pourrez vous projeter à partir de là. Enfin, c'est un indicateur économique que tout le monde suit actuellement, donc je révèle rien en disant ça, quoi. Un petit tuyau pour ceux qui veulent investir. Merci Thomas, merci Antoine pour ta question. Alors on a aussi une question encore de Mohamed. Donc j'ai postulé à plusieurs offres de freelance sur les plateformes comme Malte, comme le Crème, Comet, mais rien. Est-ce normal? En plus, le TGM ont bien baissé depuis fin d'année, à quoi une reprise. Donc ouais, ça reprend un petit peu les mêmes sujets. Est-ce que vous voulez dire apporter quelque chose en plus? Moi, simplement apporter que si le mais rien, ça inclut un j'ai aucune réponse, et pas finalement ça n'a pas mené à une mission, parce que tout ce qui est ça n'a pas mené à une mission, on l'a déjà répondu juste avant. Mais si c'est rien au sens où j'ai postulé, j'ai aucune nouvelle, là effectivement il y a peut-être un truc à gérer de notre côté pour apporter plus de visibilité sur l'avancée de ta candidature via tout un ensemble de solutions qu'un product pourra trouver. On a aussi Nasser qui nous dit c'est tendance client du mouton à 5 pattes, à côté de 100% ou AO. Alors avant on entrait en mission en matchant 75-85%. Est-ce que ça va durer longtemps? Je suis pas sûr de tout comprendre. Ah oui, l'idée de matcher oui, alors mon approche de ça, qui est beaucoup liée aux différentes relations que je peux avoir en ESN, c'est le fait que finalement le freelancing est aujourd'hui pour certains clients consommé comme une solution de dernière minute, de dernière chance entre guillemets, puisque les budgets baissent et puisque les budgets sur les projets baissent et que c'est plus ou moins compliqué de débloquer des budgets pour des projets, peut-être que finalement la solution consultant moins chère est privilégiée pour finalement tomber dans le panier des offres freelance que en dernier recours. Et du coup, forcément, il y a une exigence particulière puisqu'on cherche des profils qui n'ont pas réussi à être trouvés en ESN. Donc en général, ça tombe assez souvent sur des moutons à 5 pattes ou des profils particulièrement complexes et spécifiques à trouver. Ceci dit, moi, je suis assez confiant dans l'idée que ça va se libérer. Tu parlais, Thomas, du deuxième semestre. Je me suis pas encore. On parlait du deuxième trimestre jusqu'à aujourd'hui. Ça a aussi une influence forcément chez nous en interne très concrètement, hein, puisque moins de besoins ou moins de capacité de matcher égale moins de revenus. Donc ça a une influence. On la suit particulièrement de près chez Comet. Donc, on vise le deuxième trimestre. Alors il faudra effectivement se tenir informé. On verra dans quelle direction forcit le vent sur les prochains mois. Mais j'ai le sentiment qu'on est un peu en mode, c'est un mode réduit, quoi. C'est un mode dépenses réduite qui rend les gens beaucoup plus exigeants et peut-être plus regardants sur les dépenses qu'ils peuvent faire dans les projets. Et je pense, ouais, non, tout à fait d'accord. Enfin, c'est lié, hein, bien sûr. Si on a moins de budget, on va moins chercher, etc. Et peut-être aussi qu'au moment du Covid, certaines entreprises ont surembauché. Et maintenant, vu qu'il y a un peu un ralentissement,
du coup, ils se disent, et c'est un peu ce que disait Thomas, les entreprises se cherchent, et au lieu de, du coup, d'aller chercher, au contraire, ils ont trop embauché, maintenant ils se cherchent, du coup, ils mettent un peu le frein, ils regardent, et puis ensuite, ça va redémarrer quand tout le monde se sera trouvé, mais il y a un peu ce côté-là aussi où les entreprises ont un peu surembauché, ils ont un peu ralenti la chose, et bien sûr, économiquement, les choses sont un peu plus au ralenti, mais je pense qu'il y a peut-être un contre-coup de ça aussi. Oui, comme on l'a dit, surtout dans le product, certaines entreprises se cherchent, essayent de voir où elles vont. Après, tout est lié. Hein. Il n'y a pas une chose, un facteur. Merci Nasser, merci pour ta question. Oui, Thomas? Non, je disais rien à ajouter. Parfait. Du coup, on en profite. Il y a toujours une question de Nasser. Quel est votre avis sur les AO, PO, CDP avec des demandes de maîtrise de langage, J2E, Java, Oracle, etc. Quelle est la justification si vous trouvez cela légitime? Alors moi, si j'étais PO et si on me disait ce que vous savez faire du code ou des choses comme ça, je répondrais que ma seule utilité, ça pourrait être de faire du café. En fait, je ne sais pas faire ça. C'est pas mon métier. Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Moi, mon job, c'est d'être PO, d'être chef de projet. C'est pas de développer à la place de. Moi, mon job, c'est de savoir de savoir décortiquer le besoin de l'utilisateur et pas de réfléchir forcément nécessairement tout de suite à la solution. Donc, quelqu'un qui dirait PO et vous savez faire du Java et de l'Oracle, je pense que c'est le one man army, quoi. J'ai l'impression que c'est le syndrome du je sais tout faire. Ouais, je suis totalement d'accord. Et en plus, il y a le biais potentiel de. Justement, on parlait tout à l'heure de l'avantage d'avoir une certaine recul sur l'existant quand on approche une mission freelancing. Si on est directement intégré en étant en devant penser, focaliser sa pensée autour d'une manière de concevoir un code sur un langage spécifique, c'est biaiser instantanément le produit, quoi. Je pense qu'il faut qu'on puisse se détacher. C'est particulièrement compliqué. En tout cas pour moi, à titre personnel, de se détacher de la réalité technique et de la solution technique qui sera finalement à rechercher, puisque on doit toujours être un peu conscient de ce qu'il est possible ou pas de faire en fonction en fonction de la réalité technique. Mais si en plus de se baser là-dessus, on doit se baser sur ce qu'il est possible ou pas de faire avec le langage spécifique ou la stack technique sur laquelle est conçue une application, c'est d'autant plus biaisant. Après, si l'offre, elle concerne quelqu'un qui est familier avec peut-être qu'elle devrait pas être spécifiée comme étant une demande de maîtrise d'un langage, plutôt d'être familier avec ça. Mais effectivement, je pense que c'est assez biaisé. Ouais, peut-être que c'est pas une maîtrise dans le sens où on sait coder, mais peut-être qu'on sait parler avec une équipe technique. Mais ouais, je suis d'accord. C'est quand une équipe technique, on échange avec des équipes techniques, comprendre de quoi on parle, comprendre qu'on a entre guillemets, on va dans la même direction. C'est entre une solution, un besoin client et une solution proposée. Mais ouais, je pense, l'attente de faire du développement, je pense pas qu'elle est. Je reviens à la question sur les 75% versus 100% accurate. Je dirais que si vous estimez qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, mon conseil, ce serait de contre-attaquer avec quelque chose sur lequel vous êtes vraiment bien. Là, on est dans le cas de figure où un client vous dirait « Ouais, est-ce que vous savez faire du Java ?» Moi, j'aurais répondu « Non, moi, je sais faire du café quand les gens font du Java. » Par contre, moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper intéressant que je comprenne très très bien le besoin. Parce que, encore une fois, c'est pas parce que votre organisation elle sait faire du Java que toutes vos problématiques devaient être résolues en Java. En fait, le truc, c'est parfois quand on a juste un marteau à la main, on a tendance à se dire tous mes problèmes ils ressemblent à un clou. C'est exactement ce qu'on veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est réfléchir à c'est quoi la problématique et ensuite on va aller trouver la solution qui est la plus adaptée au contexte. Et ça, c'est le job d'un chef de projet et d'un product owner. Donc, j'essaierai de retourner le truc en accent sur potentiellement mes forces. Ouais, tout à fait d'accord. Et de toute façon, ça rejoint à chaque fois. Il y a un lien avec tout ce qu'on se dit finalement, mais il y a ce truc de faire la liste des choses, plutôt des responsabilités et des tâches recherchées ou des tâches à faire ou
des choses attendues en termes de rendu concret, opérationnel. Et j'aurais tendance à peut-être ne pas fermer les portes à ce genre d'opportunité, à essayer de leur donner une chance, entre guillemets, d'aller rencontrer l'opérationnel qui a écrit cet appel d'offres et qui finalement peut parfois cacher des bonnes surprises. Je pense que si on construit ça parfois en posant les bonnes questions à un client, on peut se rendre compte que finalement l'appel d'offres était beaucoup moins clair que ce que peut avoir en tête l'opérationnel, et qu'il y a des missions qui correspondent parfaitement. Je pense qu'aujourd'hui, dans un monde où justement, on le disait tout à l'heure, les missions sont pas particulièrement florissantes, il n'y a pas énormément de missions par rapport au nombre de profils, de se fermer des portes sur simplement un wording de titre d'appel d'offres, c'est peut-être dommage. Ça vaudrait le coup d'aller creuser, ne serait-ce qu'avec l'account manager. Finalement, chez Comet aujourd'hui, on a la chance d'avoir des account managers qui sont là pour justement essayer de comprendre le besoin du client pour le transcrire sous la forme d'un appel d'offres, et c'est d'en faire l'usage que de demander des précisions sur l'offre et d'aller rechercher des précisions via l'opérationnel, quoi. Après, certaines entreprises justement abusent de ce trop plein entre guillemets de freelance, où ils se disent justement je vais pouvoir tout demander parce que il y a des centaines et des centaines de personnes qui cherchent des missions. Donc ouais, je suis d'accord avec vous deux. Faut pas hésiter à pousser, à challenger un peu ce qui est demandé, et justement c'est là où se vendre et montrer sa valeur est important. Je pense qu'il y a un peu certaines personnes abusent, c'est sûr. Mais c'est le cas des deux côtés, hein. C'est vrai que on a vu aussi un monde dans lequel les profils tech ont parfois aussi abusé de leur position. Dans certains cas, on a 2-3 anecdotes chez Comet intéressantes là-dessus. Je pense que c'est la réalité aussi du marché, quoi. Mais ouais, je suis d'accord. Merci en tout cas, Nasser, pour ta question. Et du coup, on arrive à la dernière question de Christelle. Avez-vous des exemples? Alors, j'affiche la question. Avez-vous des exemples d'ouvrages à nous conseiller en product management? Merci. Je crois que Thomas, tu avais marqué quelque chose dans le chat déjà. Il y a plein d'infos dans le chat. Ouais. Teresa Torres, tous les livres de Marty Kagan il en a ressorti un récemment, ils sont bien. Comme je l'ai dit, Lenny's Newsletter, il vient de sortir un bouquin aussi où il a condensé plein de un peu de takeaway, de plein d'interviews. Il est vachement intéressant. Ils sont... Ouais, Teresa Torres. Merci. Après, il y a aussi, moi personnellement, il y a un livre sur lequel je reviens souvent, qui est un vieux livre, mais de Design of Everyday Things. C'est juste revenir aux bases du design d'un produit et penser justement problématique et le design d'un produit. Et c'est un bouquin qui a des dizaines d'années maintenant, qui est toujours une bonne référence, personnellement. Très bien, merci beaucoup. On arrive vers la fin de ce webinaire. Alors, j'ai fait un petit message dans le chat. Donc, le replay sera envoyé à toutes les personnes qui sont inscrites. On vous envoie aussi, du coup, les liens de LinkedIn de Thomas et Pierre, si vous voulez continuer la discussion. Là, du coup, voilà. Encore une fois, merci beaucoup, Pierre, pour ton temps. Merci, Thomas. Merci, Joseph. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin par rapport justement au conseil, quelque chose que les participants devraient garder en tête? Moi, je peux commencer. Je dirais, voilà, aujourd'hui, le product management, c'est en train de s'installer. Et c'est encore une fois un super terrain de jeu. Il y a des belles choses à faire. Il y a des beaux jobs à apprendre là-bas. Et en indépendant, encore plus peut-être que même en tant que salarié, parce que les entreprises patouillent un peu et du coup, elles veulent pas peut-être investir là-dessus parce qu'elles ne savent pas. On est dans une nouvelle transfo, c'est-à-dire qu'avant on avait des entreprises qui étaient silotées en mode domaine. Maintenant on a créé des modes produits et il faut des gens qui... l'idée c'est pas de recréer des silos horizontaux alors qu'avant on avait des silos verticaux. C'est-à-dire que maintenant il va falloir des gens qui sont capables de faire les interfaces et donc ça nécessite pour moi des gens qui ont une bonne maîtrise de tout ce qui est fondamental de projet, de stratégie. Et il y a des chouettes trucs à faire. Honnêtement, c'est vraiment un secteur sur lequel je vous engage à vous documenter et à vous lancer. Ouais,
Merci Thomas. Je suis totalement d'accord. Hein, si je peux juste, moi je conseille aujourd'hui à toutes les personnes qui considèrent que le product, moi je sais pour avoir vécu ce complexe un peu de départ, de savoir si j'étais suffisamment formé pour bosser en tant que product. Finalement, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent via les documentaires, via les livres qu'on a à disposition. Il y a une grosse librairie autour du produit. Les États-Unis ont une grosse avance sur la réflexion autour de ce qu'est le produit, et tout est encore à inventer en France. Et je pense qu'on a un marché qui est très porteur aujourd'hui. En tout cas, je suis conscient que le taf, les tâches se redéfinissent quasiment tous les mois. À chaque fois que j'en parle, ça se redéfinit. Mais comme le dit très bien Thomas, c'est un terrain de jeu qui est super intéressant et qui ne va faire que se structurer finalement au travers de ce genre d'échanges et au travers de formations qui vont se structurer et donc il y a d'être positionné aujourd'hui dans le product, c'est faire partie finalement d'être témoin de ce qui va arriver sur les prochaines années, quoi. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je suis tout à fait d'accord. Pour avoir vu justement ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, comment c'est beaucoup plus défini, ça arrive en France et je pense que justement on en est qu'au début et ça va continuer. Donc c'est le moment, comme vous venez de le dire, c'est le moment d'y être. Vous êtes au bon endroit. Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre temps. Merci Pierre, merci Thomas, merci Joseph. Merci. Du coup, on espère que ça vous a plu dans le chat de participants. Merci d'avoir participé, vous êtes inscrits. Et du coup, on se dit à très vite parce qu'il y a encore des webinaires qui arrivent le mois prochain. À la prochaine. Merci. Bye bye.